Située au cœur du Puy-de-Dôme, la Limagne est une vaste plaine fertile parsemée d'anciens volcans. Elle s'étend du parc naturel régional Livradois-Forez jusqu'aux abords de Clermont-Ferrand. Dans cette région, au riche passé médiéval, chaque village peut s'enorgueillir d'un magnifique patrimoine. Chaque colline est coiffée d'une chapelle ou d'un château fort. Et c'est à vélo que l'on découvre le mieux la beauté de cette région. Ce jour-là, un groupe de touristes a rendez-vous au château de Montmorin avec Denis Sibien, un médiateur du patrimoine. Bonjour, bienvenue à Montmorin. La montée se mérite, la vue aussi, mais du sommet, on observe vraiment tout le paysage puy-daumois. Alors en arrière-plan, c'est la chaîne des Puys, avec le Puy-de-Dôme, qui culmine à 1465 mètres. En fait, la partie qui se trouve juste derrière vous est celle sur laquelle reposent les volcans de la chaîne des Puys, se sont fracturés. Et au milieu de cette faille, la faille de Limagne, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on retrouve plutôt un paysage de plaine, parsemé de buttes d'origine volcanique. La plupart de ces buttes ont été couronnés de châteaux durant le Moyen-Âge, avec la féodalité. Si on regarde en direction de Billon, on voit le château de Turluron. Les ruines qui apparaissent, une forteresse du XIIIe siècle, qui est finalement assez proche sur le plan architectural d'une autre butte, la butte de Mozin, qui est un volcan également. Puis bien sûr la forteresse de Montmorin, des XIIe et XIIIe siècles. C'est dans cet écrin que pousse un produit d'exception, l'ail rose de Billon. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France, cet ail, à la peau légèrement rosée, tient son nom de sa capitale, la cité de Billon. Labellisé site remarquable du goût pour son ail, Billon accueille chaque second week-end d'août une grande foire haute en couleurs qui lui est consacrée. La confrérie des Grands Goussiers supervise les festivités et les cultivateurs d'ail rose y exposent leur savoir-faire. Mais avant d'en arriver là, il a fallu plus de 8 mois de travail à la quarantaine d'exploitants qui pratiquent encore ici cette culture traditionnelle. Nous sommes au creux de l'hiver. Au groupement agricole des Palettes, dans le village de Régnat, Anne Estève et son père préparent les semences. Première étape, éclater les têtes d'ail. Donc là, on éclate. Il y a un tapis qui les monte, qui vient les mettre sur ce rouleau. Il y a un mouvement de va-et-vient qui va écraser l'ail. Et il va passer de la tête entière à une multitude de gousses. Il faut bien planter gousse par gousse. Donc c'est pour ça qu'on trie ici, on enlève les abîmés, on enlève les plateaux racinaires et on défait les gousses multiples. L'ail rose de Billon a une dormance très élevée. Et c'est le froid qui va réveiller, qui va lui dire « Allez, il faut pousser maintenant ». C'est pour ça qu'on plante au mois de janvier, février, mars. Voilà, quand le froid est là et qui réveille cette dormance. J'aime cette culture. Il y a un attachement, c'est sentimental. Voilà. Après, c'est une culture qui est fatigante aussi. Hein. C'est pas fait pour les feignants, quoi. Ça demande beaucoup d'heures de travail quand même. Beaucoup d'heures de travail et beaucoup de sueur. Les gousses d'ail sont prêtes à être plantées. C'est David, le fils d'Anne, et Georges, son mari, qui s'occupent de cette opération. Grâce à cette machine, une planteuse à 3 rangs, les semences sont déposées dans la terre avec régularité. Mais il faudra presque une semaine à toute la famille pour planter entièrement leur champ, d'une surface de 5 hectares. À quelques kilomètres de là, Laurent Hénis est lui aussi en pleine plantation. Dans son exploitation située à Pont-du-Château,
il cultive 1,5 hectare d'ail rose. Mes grands-parents faisaient de l'ail, mon père en a fait un petit peu aussi. Et moi j'en fais, enfin c'est toujours fait de l'ail sur l'exploitation. Ce qui me plaît, c'est que c'est un vrai produit de terroir. Alors c'est un type de variété qu'on fait pratiquement que dans le Puy-de-Dôme. Et puis après c'est un goût caractéristique. Ça donne du sens un peu à mon travail, parce qu'on produit quelque chose qui est très spécifique à la plaine de Limagne et à l'endroit où je suis. Ici, nous, on a des sols argilo-calcaires assez profonds et on a jusqu'à 50% d'argile. Et donc, c'est une terre volcanique très fertile. Et pour l'ail, il faut de l'argile. C'est important, on ne peut pas faire que de l'ail sur des limons ou des sables. L'argile aide à la division des gousses. Donc ça, c'est un ail qui a été planté il y a 1 mois. Alors, on voit bien déjà la production de racines qui est très importante. Alors je le replante parce qu'il va repousser. Allez. Si la plaine de Limagne est si propice à la culture de l'ail, c'est également grâce à un phénomène climatique appelé effet de Föhn. Les nuages en provenance de l'Atlantique sont bloqués à l'ouest par la chaîne des puits. Et il règne sur ce terroir un climat ensoleillé et peu humide. Jean Jalat, un enfant du pays, connaît parfaitement sa région et la grande histoire de l'ail rose de Billon. On doit être aux alentours de 450 mm de flotte sur l'année dans notre secteur, alors que sur l'autre côté de la chaîne des puits, on est à 1200-1300 mm par an. Et cette eau, elle tombe à des moments cruciaux pour l'ail. Elle tombe au moment de la bulbaison, donc mai-juin, où on a des pluies d'orage, et puis on a un mois de juillet chaud, ce qui fait que l'ail s'est trouvé bien ici. Et cela ne date pas d'hier. Selon une légende, la culture de l'ail se serait développée à Billon dès le Moyen-Âge. Dans les années 1000, Urbain II a lancé la première croisade, et on a des chanoines qui étaient à Billon qui sont partis faire la croisade. Ils ont ramené un certain nombre de choses. Ils ont ramené un morceau de précieux sang du Christ qui s'est révélé à la Révolution être un vulgaire sirop, mais ils ont ramené aussi quelque chose qui s'appelle l'ail, qui a trouvé un territoire impeccable pour lui ici. Et l'ail est resté dans les jardins jusque dans les années 1850-1860. Il faut dire que sur ce territoire, on produisait à l'époque du chanvre, qui était destiné à faire du cordage, et que globalement le chanvre s'est arrêté d'être produit, et que petit à petit, l'ail a remplacé le chanvre. Des jardins, il est passé dans les champs. Mais c'est durant la seconde moitié du XXe siècle, entre 1950 et 1970, que la culture de l'ail rose de Billon vivra son âge d'or. Pierre Chauffru, producteur d'ail, se souvient de cette grande époque. L'ail de mon enfance, eh bien, il y en avait partout, puisqu'il y avait dans mon petit village à l'époque 200 habitants, 250 habitants, il y avait 20 familles de paysans, et tout le monde faisait de l'ail. Alors il y avait à cette époque-là, si vous voulez, beaucoup d'ouvriers paysans. Donc ces gens, pour la plupart, travaillaient chez Michelin. C'était souvent madame qui s'occupait des troupeaux, tout ça. Monsieur était à l'usine. Il essayait de prendre les vacances, les gens essayaient de prendre les vacances au moment de la récolte de l'ail. Donc en fait, c'est un produit qui faisait partie de la vie des gens. Récolté après l'ail blanc et avec une capacité naturelle à se conserver plus longtemps, l'ail rose de Billon était parfois le seul disponible sur tout le marché européen. On plantait de l'ail, on ne savait pas si on allait faire beaucoup d'argent, mais on savait qu'on pouvait faire beaucoup d'argent. Il suffisait que l'ail d'Argentine ait un peu de retard. L'ail d'Europe étant épuisé, on avait donc une demande énorme et on était les seuls dans toute l'Europe à en avoir de manière significative. Donc l'ail était une production qui était spéculative, mais qui était très payante en fait. La mécanisation en Limagne s'est faite souvent grâce à la production de l'ail. Quand on discute avec les anciens, malheureusement peu nombreux maintenant de cette époque, ils vous disaient j'ai acheté la première Lincoln à ma femme, la première machine à laver, c'était la marque, avec 200 kilos d'ail. J'ai acheté mon premier tracteur, 3 tonnes d'ail, 4 tonnes d'ail, donc c'était devenu une monnaie. Et je pense que quand un produit prend la place d'une monnaie,
ça dit quand même l'importance, ne serait-ce que humaine, que lui donnent les gens, quoi. Voilà. Mais à la fin des années 70, l'Aïros de Billon subit de plein fouet l'ouverture du marché européen, ainsi que la concurrence d'autres pays, comme la Chine, qui casse les prix. La production s'effondre, mais ne disparaît pas. Aujourd'hui, les agriculteurs restent attachés à cette culture qu'ils pratiquent en complément de production maraîchère ou céréalière. Nous sommes au printemps, 3 mois après les plantations. Dans les champs, les pousses d'ail ont déjà bien grandi. C'est la période du désherbage. Cédric Chalard, qui cultive 2 hectares d'ail rose à Régnat, utilise pour ce faire un procédé mécanique, la herse étrille. Donc voilà, ça le principe de l'herse étrille. Donc c'est ces petites dents à ressort qui, par l'avancement, font des petites vibrations pour déchausser la petite plantule de l'herbe. Les os arrivent à un stade de 5-6 feuilles. Donc ils sont en plein développement, ils n'ont pas attaqué encore leur bulbaison. Et là, c'est au moment où ils sont assez sensibles à tout ce qui est adventice, donc petites herbes. Et puis ça nous sert aussi même également pour la récolte, parce que si on n'arrive plus à trouver l'ail dans l'herbe, c'est très compliqué. Ouais. Un peu plus au nord de la Limagne, à Saint-Genès-du-Ré, Philippe Jarige, lui, utilise une technique plus traditionnelle, la bineuse. Moi, je suis sur le tracteur et j'ai une personne qui est sur la bineuse, qui guide la machine. Ça permet de limiter les passages de désherbage chimique. Donc voilà, un peu moins de chimie dans les champs. Et mon père en a toujours fait, et depuis que je suis installé, j'ai toujours fait de l'ail. Bon, c'est du boulot, ça c'est sûr, il faut y passer des heures, mais ramener à l'hectare, à la marge brute, il n'y a pas photo, quoi. Un mois plus tard, alors que l'ail poursuit sa croissance, Léonard Cordier reçoit des visiteurs. Partager le savoir-faire est aussi une des missions que se sont données les producteurs d'ail de Billon. Donc là, ils sont pas tout à fait prêts à être récoltés encore. Alors là, en fait, ils sont en train de faire le bulbe, c'est-à-dire que le développement végétatif des feuilles, il est terminé. Le bulbe est en train de grossir. Et après, il va devenir comme ça, là. Ah bah après, oui, il va tripler ou quadrupler de taille. Et surtout, en fait, les cailloux qui sont dedans vont se différencier. Et en fait, vous voyez, donc du coup, ça c'est les feuilles qui sont transformées et qui vont former après les tuniques extérieures qui permettent la conservation de l'ail. Et ce qui est au milieu, on ne le voit pas très bien ici, là, ça c'est les futurs cailloux. Voilà. D'accord, il est en train de faire ses gousses, là. Voilà, exactement, il est en train de fabriquer la gousse et il est en train de fabriquer aussi la saveur de la gousse, en fait. Ça sent l'ail, ça sent fort. Ça sent l'ail, ça sent le dessous. Alors avec la Maison du Tourisme, en effet, il y a des possibilités d'aller chez des producteurs et de voir le travail qui est réalisé, les bâtiments qui sont liés aussi à cette activité-là. Je pense notamment au séchoir, par exemple, et puis tout le patrimoine bâti qu'il y a autour du milieu agricole, en fait, du monde agricole. Les semaines passent. L'été est enfin arrivé. Un soleil chaud inonde la plaine de Limagne. Mi-juillet, la récolte de l'ail rose peut enfin commencer. À Moissat, nous retrouvons Léonard et ses collègues en pleine action. On a eu de la pluie cette nuit et donc on ne peut pas rentrer de machine dans le champ. Donc là, c'est vrai que s'il faut qu'on récolte 1 hectare d'ail à la main, ça va nous prendre un certain temps, quoi. On fait des bottes qu'on lie grâce à des petits liens métalliques. Et puis on les ramasse cet après-midi pour les suspendre dans la foulée. Puis, direction le séchoir. On se sert des feuilles en fait pour faire des paquets d'ail.
qu'on suspend au plafond. Donc là, c'est un séchage naturel. Là, il va perdre à peu près 30% de sa masse. Et voilà, il n'y a aucune intervention à faire, si ce n'est d'attendre que l'ail sèche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des variétés qui vont se conserver très bien, qui sont plus petites que les ails blancs, mais aussi qui ont un goût beaucoup plus délicat et fruité. À quelques kilomètres de là, Cédric Chalard a lui aussi démarré la récolte. Une première machine réussit à passer pour déraciner l'ail. Mais les pluies de la veille lui compliquent également la tâche. La machine ne passe plus à cause de l'humidité, puis les ails se sont vraiment couchés par terre. Donc on fait à l'ancienne, comme on dit, et on travaille à la main. Il faut être énergique, il faut secouer, mais on est chaud. Un bon millésime, on va dire, si on parlait comme le vin. Voilà l'ail, et on voit qu'il est bien rond. Voilà, là, c'est un ail typique et bien rose de Billon. Malgré les aléas climatiques, Anne, Georges et David Estève sont enchantés de ce début de récolte. C'est magnifique, magnifique. C'est une récolte exceptionnelle. Il est tombé de l'eau voilà, juste au moment où on en avait besoin, c'est-à-dire à la bulbaison. L'eau, par contre, il faudrait qu'elle s'arrête maintenant. Pendant 15 jours. Après, elle peut reprendre. Contrairement à d'autres, leur production d'ail n'est pas conditionnée en botte, car elle est destinée à la semence et à la grande distribution. Ils ne récoltent que la tête, à l'aide de cette arracheuse. C'est un soc qui passe sous les ailes, qui soulève l'ail. Et c'est des courroies qui attrapent, 2 courroies en fait, qui attrapent la tige, qui la pincent et qui la montent vers des couteaux. Ça va couper la tige, qui l'éjecte derrière la machine et qui reste sur le champ. Et la tête tombe sur un convoyeur qui l'emmène dans une caisse comme ça. Dans une caisse, c'est un palox. Voilà. On remplit les palox. Les palox, c'est 600 kg de poids. Que ce soit de la terre ou de l'ail, c'est 600 kg. Là, il a plu, donc c'est 300 kg de terre, 300 kg d'ail. Et enlever la terre accrochée aux têtes d'ail, cela s'appelle le déterrage. Le lendemain, à la ferme, une équipe de 14 personnes est mobilisée pour cette opération. En Auvergne, c'est pas possible de faire autrement qu'avec les mains du personnel, quoi. On ne peut pas mécaniser pour enlever la terre parce qu'elle est très très argileuse. Une machine n'y arriverait pas. Même les agriculteurs, quand on vend la semence, ils achètent de l'ail, ils n'achètent pas de la terre. Et les négociants sont très pointilleux parce que les supermarchés ne veulent surtout pas de terre et de poussière dans les magasins. Donc une fois que les ailes sont déterrés, on amène les palox ici. Et là, ils sont pleins. Et ensuite, voilà, on monte les tours, on ventile. Et après, au mois de septembre-octobre, on les retravaillera une fois qu'ils seront secs. Pendant plusieurs semaines, la récolte va rythmer la vie des producteurs d'ail de la région. Deuxième week-end d'août, le point d'orgue de l'année arrive. La foire à l'ail de Billon lance le début des ventes. En 2 jours, près de 20 tonnes d'ail rose vont être écoulées ici, en vente directe. Un rendez-vous que Léonard Cordier ne raterait pour rien au monde. Ah bah, c'est un moment très important pour nous parce que en fait, c'est un des temps forts qui concrétise à la fois une saison de travail et aussi c'est un moment où on retrouve des clients qui viennent nous voir, qu'on voit tous les ans, mais qui viennent nous voir exprès pour aller acheter les ailes bio. Et là, ça démarre fort. Ça démarre très fort cette année. Tout comme Philippe Jarige. 7,70. C'est une des premières foires et puis après, ça va s'enchaîner tout l'été jusqu'à l'automne. Cette foire attire chaque année de nombreux curieux. On vient régulièrement depuis une bonne dizaine d'années. Par rapport à l'ail qu'on trouve habituellement dans le commerce, il est plus fruité, d'une part, et puis il se conserve mieux aussi. À la foire à l'ail, on a 20 000 à 25 000 visiteurs qui viennent, donc c'est un point d'orgue dans l'année sur Billon en fait. Moment fort de l'événement, le concours de la plus belle tresse d'ail.
peut s'inscrire de 3 à 99 ans. La tige d'ail est un régulateur en fait, tant en matière d'humidité et d'hygrométrie qu'en matière de température, ce qui nous permet de conserver l'ail longtemps. Et donc le concours, c'est fait pour apprendre aux gens à faire leurs tresses, et puis pour faire voir comment les agriculteurs passent du temps à faire des tresses, parce que c'est quand même un certain travail. Ils sont tous super. Perso, je ne ferais pas ce qu'ils font. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'ils les bichonnent. On se croirait chez le coiffeur à la fin et tout. Super. C'est très serré. Là, je pense qu'on va avoir des ex-aequo. Donc le podium, Aurélie Aymar, à qui on va remettre donc, une écharpe des sites Remorquables d'Hugo. C'est bien de saison, n'est-ce pas? En parallèle de la vente directe en foire ou en marché, une partie de la production est également achetée par des négociants. À l'époque de l'âge d'or, ils étaient une quinzaine autour de Billon. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Mais ils jouent un rôle important dans la renaissance de la filière. Parmi eux, la toute jeune ferme des Volcans conditionne une partie de l'ail des producteurs de la région pour la grande distribution. Négociants historiques, les établissements Rochia sont, eux, spécialisés dans l'ail déshydraté pour l'industrie agroalimentaire. On retrouve de l'ail dans beaucoup de produits de charcuterie, le saucisson mais pas seulement, dans les plats cuisinés, dans les produits de la mer, dans les petits pots pour bébés. La demande est importante et sous leur impulsion, la surface d'ail planté en Limagne est à nouveau en augmentation. Rochia est l'une des rares exceptions en Europe qui sait produire de l'ail déshydraté et propose aux industriels une source locale face à une concurrence exclusivement chinoise. Il est très clair pour nous qu'il faut absolument qu'en Auvergne, on produise plus d'ail parce qu'en France, il manque beaucoup d'ail et que l'Auvergne est un terroir magnifique pour cultiver de l'ail. La qualité de cet ail d'Auvergne fait aussi le bonheur des restaurateurs de la région. L'hiver est de retour. Et à Pont-du-Château, dans le restaurant étoilé l'Auberge du Pont, le chef Rodolphe Regnault teste une nouvelle recette. Le chromeski d'escargot à la crème d'ail. Le parfum de l'ail, il est unique. Prenez une simple pomme de terre avec de l'ail, c'est plus du tout la même pomme de terre. Mais l'ail, on en met presque partout, donc c'est vital, on va dire. Voilà, c'est important pour nous. L'idée de la recette, c'est de revisiter un petit peu le côté escargot en persillade. Donc persillade, persil, ail. Faire un chromeski, donc on va mettre une croûte de pain dessus. Et on va faire une petite crème d'ail. On va blanchir 7 fois parce qu'on ne veut pas avoir la puissance, la force de l'ail. On veut juste vraiment avoir le parfum de l'ail. On met de l'eau froide. Et ça, on va le monter à l'ébullition. Et ça, on va faire ça 7 fois. Une fois qu'on a fait ça 7 fois, on va mettre de la crème, du bouillon de volaille, autant de crème, autant de bouillon de volaille. On la fait cuire une quinzaine de minutes. On va bien la mixer. Donc là, ici, on a notre crème d'ail qui est bien mousseuse. Donc ça va venir nous rappeler le côté ail persil, mais là, on va être sur la douceur, dans la puissance, puisque la puissance, on l'a plus dans le beurre d'escargot. Ça, c'est une petite tuile à langue de sèche ici. Donc là, on a les escargots en persillade, la crème de persil, l'émulsion de crème d'ail. On met vraiment l'ail au cœur du produit. Restaurateurs, négociants, producteurs, confréries et associations. Tous ces acteurs du terroir de Limagne sont les héritiers d'une très longue tradition. Ils contribuent à ce que l'ail rose de Billon soit encore aujourd'hui une culture bien vivante et résolument tournée vers l'avenir.